Bonjour, mon nom est Stéphane Mallat, je suis professeur au Collège de France et aujourd'hui je vais vous faire une introduction à l'intelligence artificielle un peu dans son ensemble, mais en essayant d'expliquer quelles sont les mathématiques qui sont derrière, avec des mathématiques du niveau du lycée. Alors l'objectif c'est aussi d'utiliser ce type de mathématiques pour faire des enseignements de mathématiques du lycée à l'aide de challenges d'intelligence artificielle, ce que l'on verra à la fin de cet exposé. Donc tout cela se fait dans le cadre d'un projet à l'École normale supérieure et au Collège de France, qui est soutenu par de nombreux mécènes qu'on remercie ici, en collaboration avec l'Éducation nationale. Alors je vais commencer avec ces algorithmes d'intelligence artificielle. L'enjeu de ces challenges, c'est de répondre à une question à partir d'informations qui est contenue dans des données. Alors, des données numériques, ça va être sous la forme d'une liste de nombres qu'on verra, qui peut par exemple correspondre à des images, et vous allez avoir un algorithme qui va traiter ces données numériques pour estimer la meilleure réponse possible à la question en faisant le moins d'erreurs, on l'espère. Alors ça peut être par exemple des problèmes de classification ou de régression. Par exemple, dans le cas d'une voiture autonome, vous avez des radars, des lidars, des caméras qui vont apporter de l'information sur l'environnement de la voiture. Et à partir de ça, il va falloir définir la commande qui va guider la voiture, décider éventuellement de s'arrêter s'il y a un obstacle. Ça peut être des problèmes médicaux, par exemple à partir d'électrocardiogrammes comme vous le voyez ici. On peut vouloir essayer de faire le diagnostic d'une maladie et donc dans ce cas-là, la réponse sera le diagnostic. Ça peut être même en météorologie où vous avez des cartes météorologiques à un certain instant et on veut prédire le temps qu'il fera demain à partir de ça. Donc ça, c'est une catégorie de problèmes. Mais vous avez une seconde catégorie de problèmes qu'on appelle l'IA générative, où là, à partir de données numériques, eh bien, l'algorithme va reproduire d'autres données du même type. Par exemple, dans un chatbox, comme le ferait Mistral ou ChatGPT, vous posez une question et le système d'intelligence artificielle va vous répondre en donnant un texte qui correspond à la réponse à votre question. Ça peut être aussi, à partir de cette question que vous avez posée, plutôt une image ou une vidéo, comme vous le voyez ici, voire même un son, de la musique, toutes sortes de voix possibles. Donc, l'enjeu ici, ça va être d'abord, dans la première partie de cet exposé, de découvrir ces algorithmes d'intelligence artificielle qu'on appelle par apprentissage statistique. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre quelles sont les mathématiques qui sont derrière, avec, comme je le disais, des mathématiques du niveau du lycée. On ira en direction des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ce sont ces systèmes qu'on utilise absolument partout maintenant dans tous les systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, je terminerai rapidement en expliquant comment on peut faire un enseignement des mathématiques au programme à partir des challenges d'intelligence artificielle que Matadata propose. Alors donc on va commencer avec ces algorithmes d'intelligence artificielle par apprentissage statistique. Et là, l'enjeu, à nouveau, c'est d'estimer la réponse à une question à partir de données numériques en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Donc pour cela, vous allez avoir un algorithme et la particularité de ces algorithmes, c'est qu'ils vont inclure des paramètres qu'on va discuter un peu plus tard. Et donc, pour optimiser ces paramètres, ce qu'on va voir, c'est un peu de la même façon que l'on apprend quand on découvre une matière, on va faire des exercices, en quelque sorte, à partir d'une base de données d'entraînement. Une base de données d'entraînement, ça va inclure non seulement les données, mais les réponses à la question. Et le but, c'est à partir de la réponse qu'on a calculée, on va calculer l'erreur, qui est tout simplement, en moyenne, sur toute la base de données, le nombre de fois où l'on calcule une réponse, R chapeau ici, qui va être différente de la vraie réponse R, et on va calculer ça en moyenne, c'est-à-dire qu'on va diviser ça par le nombre de données totales de l'entraînement. L'apprentissage, ça va consister à petit
modifier les paramètres t de l'algorithme de manière à minimiser l'erreur. On va donc chercher les meilleurs paramètres que j'ai ici appelés t étoiles pour minimiser l'erreur en moyenne sur toutes les données d'entraînement. Donc le but évidemment, c'est non pas d'être capable de répondre à des questions dans des cas où on connaît déjà la réponse, mais sur des nouvelles données, et pour voir si effectivement on est capable, ou plutôt cet algorithme qui a été paramétré est capable de trouver les bonnes réponses, on va faire un test, un peu comme un examen qu'on donnerait à des élèves, et ce test va fonctionner sur des données de même type, mais différentes des données de celles qu'on a utilisées à l'entraînement. Quand je dis du même type, par exemple, si on a fait un test sur des images de visage, un entraînement sur des images de visage, le test sera aussi sur des images de visage. Et donc, on va calculer la réponse aux données de test et calculer le taux d'erreur. Alors, l'objectif, c'est que l'algorithme généralise. Généraliser, ça veut dire que l'algorithme va faire autant ou pas tellement plus d'erreurs sur le test que lors de l'entraînement. Et lors de l'entraînement, l'erreur, c'était la valeur de cette fonction pour le paramètre optimal t étoile. Et évidemment, pour que ça marche, il va falloir avoir suffisamment d'exemples d'entraînement. Et ce que l'on va voir, c'est que derrière cette généralisation, il y a tout simplement la loi des grands nombres. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est le phénomène de surapprentissage. Le phénomène de surapprentissage, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où on a beaucoup plus d'erreurs lors du test qu'à l'entraînement. Ça va arriver typiquement quand on n'a pas assez d'exemples d'entraînement. Ça va arriver typiquement si, par exemple, vous essayez d'apprendre par cœur la réponse. Eh bien, vous allez avoir des réponses parfaites à l'entraînement, mais comme les données sont différentes au test, ça va être une catastrophe. Donc, il va falloir s'assurer que ces algorithmes généralisent. Alors maintenant, on va rentrer plus en détail dans ces différents aspects et essayer de voir un peu quelles sont les mathématiques sous-jacentes. Donc, je vais prendre un exemple ici assez classique. Imaginez que vous ayez des images assez complexes, comme vous voyez celle-ci, et la question, ça va être de déterminer si c'est une image de chat ou une image de chien. Et ce que vous voyez, c'est que ces images sont très compliquées, donc si vous les comparez tout simplement en comparant les pixels, ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que à chaque image, on va associer des caractéristiques. Et le but, c'est que les caractéristiques qu'on a calculées pour les images de chat soient le plus similaires possible, que les caractéristiques pour les images de chien soient aussi les plus similaires possibles, mais qu'elles soient différentes les unes par rapport aux autres pour qu'on puisse distinguer ces deux types d'images. Donc l'algorithme paramétré ici, il va consister d'abord à calculer les caractéristiques, et puis ensuite on va avoir une phase d'estimation de la réponse. Et ici, la phase d'estimation, ça va essentiellement consister à diviser l'espace des caractéristiques entre la zone qui correspond aux caractéristiques de chat et la zone qui va correspondre aux caractéristiques de chien. Alors on va commencer non pas sur un problème difficile comme le cas des chats et des chiens, mais un problème plus simple pour comprendre les idées qui sont derrière. Donc ici, il s'agit d'un challenge où il faut reconnaître si dans une image, on a un chiffre manuscrit 2 ou un chiffre manuscrit de 7. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une image? Une image, c'est une donnée avec des nombres. Chaque nombre va vous donner l'intensité d'un point de l'image. 0 correspond à un point noir et 255 correspond à un point blanc. Donc, vous avez un tableau de pixels que vous allez donner à votre algorithme. Quelles caractéristiques choisir? Alors, si on regarde ces images, on se rend assez vite compte que finalement, un 2 a plus de points blancs qu'un 7. Comment est-ce qu'on peut refléter cette information? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est calculer une caractéristique, qui va être cette variable ici x, qui va être tout simplement la valeur moyenne des pixels de l'image. Et donc, on s'attend à ce que la valeur moyenne pour un 2 est plus grande que pour un 7. Comment est-ce qu'on va vérifier ça? Eh bien, on va prendre la base de données
Et pour chaque chiffre de la base de données, on va calculer la caractéristique et typiquement, on va observer que les caractéristiques des 7 ont tendance à être plus petites que celles des 2, sauf quelques exceptions. Donc ça, ce sont les caractéristiques que j'ai portées sur l'axe des X des données d'entraînement. Ensuite, il va falloir estimer si une image est un 2 ou un 7. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est établir un seuil pour une certaine valeur t ici, et si la caractéristique est plus petite que ce seuil, alors on va dire que c'est un 7. Si elle est plus grande, on va estimer que la réponse est un 2, et éventuellement, on va faire quelques erreurs. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est calculer l'erreur moyenne, c'est-à-dire le nombre de fois où la réponse, ici estimée, est différente de la vraie réponse, divisé par le nombre total de données, et c'est ça qu'on va essayer de minimiser. Alors, une petite remarque, c'est que cette erreur moyenne, on peut aussi la voir comme la probabilité pour que la réponse estimée soit différente de la vraie réponse, où cette probabilité est une probabilité empirique qui a été calculée sur l'ensemble des données d'entraînement. Alors maintenant, on peut regarder la courbe d'erreur. La courbe d'erreur, elle va dépendre évidemment de l'endroit, la valeur du seuil, ici, que l'on a pris. Et quand la valeur du seuil change, eh bien l'erreur va changer. Ce que l'on veut, dans la phase d'apprentissage, c'est trouver le paramètre optimal qui va vous donner la valeur minimum de l'erreur. Autrement dit, on veut trouver le minimum de la fonction f de t. Alors, une des manières pour comprendre un peu à quoi correspond ce seuil optimal, c'est de regarder les histogrammes des caractéristiques des 7, que j'ai mis ici en orange, et l'histogramme des caractéristiques des bleus. Il y a une chose qu'on observe ici, c'est que le minimum correspond exactement à l'intersection des histogrammes. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Et là, il y a une idée qui est très profonde qu'on va retrouver constamment dans ces algorithmes d'IA. C'est que à gauche de l'intersection de ces histogrammes, on a la zone où les 7 sont plus probables. À droite, on a la zone où il est plus probable de trouver un 2. Et l'erreur va être minimum si on choisit un estimateur qui va vous donner la réponse la plus probable étant connue la valeur de la caractéristique. Donc ça, c'est une idée qui est très importante et qu'on peut démontrer tout simplement en regardant les probabilités conditionnelles. Donc, si je regarde le problème de maths, il s'agit ici de minimiser la probabilité pour que l'estimation soit différente de la vraie réponse. Ça, c'est équivalent à maximiser l'événement complémentaire, c'est-à-dire la probabilité pour que l'estimation R chapeau soit égale à la vraie réponse. Maintenant, cette probabilité, je peux la décomposer comme la somme sur toutes les valeurs possibles de la caractéristique qui ont été ici quantifiées, de la probabilité pour que R chapeau soit égal à R, sachant la valeur de la caractéristique, fois la probabilité de la caractéristique. Quel est mon but? Mon but, c'est de maximiser cette probabilité. Pour maximiser cette probabilité, ce qu'il faut, c'est que je maximise chacune des probabilités que l'estimation soit égale à la vraie réponse, sachant la valeur de la caractéristique. Une autre façon de le dire en mots, c'est que l'erreur va être ici minimum si l'estimation est la réponse la plus probable, sachant la valeur de la caractéristique. Donc l'enjeu maintenant, ça va être d'optimiser ces algorithmes d'intelligence artificielle. Donc je vous rappelle, il y a une première phase où on va faire un calcul de ces caractéristiques, et puis il y a une deuxième phase où il va falloir estimer la réponse qui va dépendre de ce paramètre t. Donc pour résumer, on va d'abord apprendre, ce qui va consister à chercher le meilleur paramètre t étoile qui va minimiser l'erreur sur les données d'entraînement. Ce que l'on va vouloir garantir, c'est que l'algorithme généralise, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sur des données d'entraînement, et on a vu que ça va nécessiter d'avoir suffisamment d'exemples à l'entraînement. Et la troisième étape, ça va être d'optimiser ces caractéristiques
de façon à avoir une erreur minimum, f de t étoile ici, la plus petite possible. Je parle ici d'un modèle parce que choisir une caractéristique, c'est comprendre ce qui va différencier les classes et donc d'une certaine façon modéliser les propriétés des différents éléments. Ici, c'était les 2 et les 7. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'avec un réseau de neurones, on peut aussi apprendre ces caractéristiques et l'intégrer dans l'apprentissage de l'estimation, et on va voir ça à la fin. Alors, la première phase, c'est d'essayer de minimiser cette erreur. Je vous rappelle que f de t, c'est l'erreur moyenne sur les exemples d'entraînement, et pour une valeur de paramètre fixée, c'est quelque chose qui est assez long à calculer, parce que l'erreur, elle doit être calculée en moyenne sur tous les exemples de la base de données, qui peut être très grand. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer l'erreur minimum en faisant le moins d'essais possible. En quelque sorte, ça revient à essayer de faire le moins d'exercices possible pour être capable d'apprendre quelque chose. Ici, on sait que le meilleur paramètre va correspondre à la valeur minimum de la courbe, et la valeur minimum de la courbe, ça va correspondre à un point où la dérivée de la fonction f est nulle. Comment est-ce qu'on va avancer progressivement? On est ici sur le point t0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger à un point ici que j'ai illustré t1, en calculant t1 à partir de t0, en bougeant dans la direction de la pente à la courbe, autrement dit dans la direction de la dérivée, et par une quantité qui est proportionnelle à cette dérivée. Alors pourquoi on veut bouger par une quantité proportionnelle? Parce que si la dérivée est grande, eh bien on peut faire un grand pas, mais si au contraire on est au minimum, on ne veut plus bouger. Donc on va ainsi calculer le point t1. Au point t1, on va calculer la dérivée, ce qui va nous permettre de calculer le point t2. Au point t2, on va à nouveau bouger, etc. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que cet algorithme de descente de dérivée va converger vers le minimum à condition que ce minimum soit unique. Et là, il y a évidemment des difficultés quand on a des fonctions non convexes. Mais ici, je ne vais pas me placer dans ce cadre-là. Donc, comme je disais, le troisième aspect qui va être très important, c'est de généraliser. Autrement dit, à quelles conditions est-ce que l'algorithme va faire aussi peu d'erreurs sur les exemples de test que sur les exemples d'entraînement? Alors, je vous rappelle, lors de l'apprentissage, on a minimisé la moyenne empirique des erreurs sur tous les exemples de la base de données d'entraînement, et je vais dire que M est ici le nombre d'exemples. Et ce qui est très important, c'est qu'on va supposer que ces exemples sont indépendants, autrement dit qu'on n'a pas de problème de biais. Donc par exemple, un problème de biais, imaginez que vous ayez besoin de reconnaître des visages et que dans ces visages, vous n'incluez pas des gens qui appartiennent à des ethnies qui sont différentes ou que par exemple vous ayez que des hommes. Si dans vos nouvelles données, vous avez tout d'un coup des visages de femmes, vous allez avoir typiquement un problème pour les reconnaître parce que vos données étaient biaisées vers une catégorie particulière de données. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on va converger? Eh bien, si on regarde ce que c'est qu'une moyenne empirique, c'est tout simplement la somme de ces variables aléatoires indépendants qui correspondent aux erreurs, divisée par le nombre total d'exemples. Et là, on a une moyenne empirique. Et ce qu'on sait bien, et ce que nous donne la loi des grands nombres, c'est que ceci va converger vers l'espérance quand le nombre d'exemples tend vers l'infini en probabilité. Et par exemple, l'inégalité de Chebyshev va vous permettre de quantifier cette convergence. Qu'est-ce que ça veut dire que ça converge vers l'espérance? Ça veut dire que la valeur de cette moyenne empirique ne dépend quasiment pas des exemples que vous avez pris. Donc si maintenant vous prenez des nouveaux exemples dans la base de données de test, eh bien cette moyenne empirique va avoir essentiellement la même valeur. Autrement dit, vous allez généraliser. Donc, on a ce premier point. On généralise si on a assez d'exemples d'entraînement indépendants. Autrement dit, cette quantité M doit être grande. Mais il faut faire attention, parce que dans cette boucle d'apprentissage, on a optimisé les paramètres. Et vous imaginez un peu si vous apprenez par cœur, c'est-à-dire vous adaptez les paramètres directement aux données, et si vous avez suffisamment de paramètres relativement au nombre de données, vous n'allez absolument pas généraliser.
Autrement dit, ce qu'il va falloir garantir, c'est que le nombre d'exemples est beaucoup plus grand que le nombre de paramètres, de façon à être immunisé contre ce phénomène d'ajustement, et tout cela peut être étudié mathématiquement beaucoup plus en détail. Donc maintenant, le dernier aspect, c'est le choix de la caractéristique. Ce qu'on a vu, c'est que pour une caractéristique donnée, l'apprentissage va nous donner le paramètre optimal qui, en quelque sorte, correspond à l'intersection des deux histogrammes de manière à isoler la zone où les 7 sont les plus probables étant donné les caractéristiques et la zone où les 2 sont les plus probables. Qu'est-ce que l'on veut faire? Ce qu'on veut, c'est choisir la caractéristique de manière à minimiser l'erreur. À quoi correspond l'erreur? L'erreur correspond au recouvrement des deux histogrammes, c'est-à-dire dans la partie des 7, là où il y a malgré tout une probabilité de rencontrer des 2, et dans la partie des 2, là où il y a une probabilité de rencontrer les 7, et si on fait la somme, on va avoir l'erreur totale. Si on veut minimiser cette erreur, ce qu'il faut, c'est que les histogrammes soient les plus séparés possibles, comme on le voit ici. Et donc, on va essayer de choisir une caractéristique qui sépare le plus possible les deux populations. Et là, ça va être l'enjeu d'essayer de comprendre comment calculer de telles caractéristiques. Alors, quand maintenant vous vous retrouvez devant un problème un peu compliqué, comme déjà celui de reconnaître un 2 ou un 7, typiquement avec une seule caractéristique, vous n'allez pas avoir suffisamment d'informations pour les distinguer. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est choisir une deuxième caractéristique. Donc par exemple ici, quand on regarde le 2 et le 7, typiquement la base du 2, il y a beaucoup de points blancs, le haut du 7, il y a beaucoup de points blancs. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer deux caractéristiques, une qui calcule la moyenne dans la partie supérieure de l'image, où on s'attend qu'elle soit plus grande pour les 7 que pour les 2 éventuellement, et une qui va calculer la moyenne sur la partie inférieure de l'image. On va donc maintenant avoir deux variables. x1, c'est la première caractéristique. x2, c'est la deuxième caractéristique. Maintenant, ces deux caractéristiques, on peut les considérer comme deux variables qui définissent la position d'un point dans le plan, dont les coordonnées sont x1, x2, et ce point, c'est tout simplement la caractéristique. Donc on va maintenant considérer toutes les caractéristiques de la base de données d'entraînement. Ça veut dire ici, si je prends les images de 2, je vais regarder leurs caractéristiques dans le plan. Ça va me donner un nuage de points bleus ici. Et puis je vais faire la même chose avec toutes les images de 7, qui va me donner un nouveau nuage de points qui va correspondre ici au point orange, et donc qui constitue un nouveau nuage. Maintenant l'enjeu, c'est de calculer une estimation de la réponse. Et ce qu'on a vu, c'est que l'erreur va être minimum si la réponse estimée correspond à la réponse la plus probable, étant connue la caractéristique. Et on voit que la zone la plus probable, évidemment, c'est la zone au-dessus, et la zone la moins probable, c'est la zone au-dessous. Mais ce qu'il faut, c'est établir précisément la frontière, ce qui n'est pas facile parce qu'on a un nombre de points limité. Donc voilà un exemple de droite qui est paramétrisé par ces trois paramètres, A1, A2 et B. Et de toute évidence, cette droite n'est pas du tout idéale dans la mesure où elle divise en deux l'ensemble ici où le 2 est le plus probable et un autre domaine où le 2 est plus probable, alors que les 7 sont plutôt situés ici. Donc comment est-ce qu'on va trouver la meilleure droite? Eh bien tout simplement avec la procédure d'apprentissage qui va consister à essayer de minimiser l'erreur en cherchant les meilleurs paramètres de la droite. Et voilà la droite qui minimise l'erreur, qui donc correspond au paramètre optimal dans ce cas-là. Alors maintenant, on va regarder le même problème, mais d'un autre point de vue, d'un point de vue vectoriel. Et le but, c'est de pouvoir généraliser cette approche à des cas plus compliqués où on a plus de caractéristiques et plus de classes. Donc ici, je vais prendre un point M qui est sur la droite, et je vais prendre le vecteur normal, autrement dit orthogonal à la droite, dont les paramètres sont A1 et A2. Maintenant, si j'ai une caractéristique qui peut être à gauche ou à droite de la droite, eh bien ce qu'on voudrait, c'est déterminer la classe de cette caractéristique. Comment est-ce qu'on peut le faire? Tout simplement en regardant le vecteur
MC qui va rejoindre le point M au point C. Et si son produit scalaire, autrement dit sa projection sur la normale n, est positive, dans ce cas-là, on est dans la partie supérieure de la droite. Si le produit scalaire est négatif, autrement dit, le produit scalaire avec le vecteur ici, moins n, qui se trouve ici, est positif, et bien dans ce cas-là, c'est que le point C est au-dessous de la droite. Donc R, sa valeur, ça va être soit 2, soit 7, suivant la valeur de ou plutôt le signe de ce produit scalaire. Alors maintenant, ce produit scalaire, je vais le calculer ici. Pour ça, je vais appliquer tout simplement la relation de Schall, qui me décompose le vecteur MC en un vecteur MO plus OC. Donc, le produit scalaire de N avec MO, ça va vous donner une constante B. Le produit scalaire de N, qui est coordonné 1 à 2 avec OC, ça va vous donner A1x1 plus A2x2. Et on retrouve l'équation de la droite, à savoir si le point C est sur la droite, ça vaut 0. Et je retrouve bien ici l'équation de la droite. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que maintenant, on va se positionner dans le cas où j'ai plus de classes. Dans ce cas-là, j'en ai 4. Et je vais essayer de diviser le plan dans ces 4 classes. Donc, j'ai toujours ce point C qui est ici. L'idée, c'est que je vais toujours prendre un point M que je vais choisir ici comme étant un centroïde, c'est-à-dire un point milieu parmi tous les points d'entraînement. Et maintenant, ce que je vais définir, c'est 4 vecteurs, un vecteur qui pointe vers chacune des classes. Donc le point N1 va pointer dans la direction où les points de la classe 1 sont plus probables, N2 dans la direction de la classe 2, etc. Donc maintenant, on veut déterminer la valeur de l'estimateur de la classe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur de la classe comme étant l'index K, pour lequel le produit scalaire entre le vecteur NK et le vecteur MC est le plus grand possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur MC est le plus aligné possible avec la direction de la classe. Et la valeur de ce produit scalaire, on va l'appeler la vraisemblance de la classe. En faisant ça, en prenant le maximum, ce que l'on fait, c'est qu'on détermine 4 zones dans le plan. Une zone où les 3 sont typiquement plus probables et où le produit scalaire avec N3 est effectivement plus grand. Une deuxième zone où le produit scalaire avec N4 est plus grand. La zone ici de la classe 1 et enfin la zone ici de la classe 2. Alors, pour calculer ce produit scalaire, on va faire la même chose que ce que j'ai fait avec la relation de Schall et on va vérifier que cette vraisemblance, autrement dit ce produit scalaire, peut s'écrire comme une constante qui est ici la constante bk et le produit scalaire entre le vecteur nk et le vecteur oc. Autrement dit, ça veut dire quoi maintenant apprendre? Apprendre, à nouveau, ça consiste à minimiser l'erreur. Mais ici, de quoi va dépendre l'erreur? L'erreur va dépendre des paramètres qui sont le vecteur n1 et la constante b1, le vecteur n2, la constante b2, n3, b3, n4, b4. Et minimiser l'erreur va consister à ajuster ces vecteurs et ces constantes et donc déterminer une division de l'espace dans ces différents morceaux de droite. L'intérêt de ce formalisme, c'est qu'il se généralise. Maintenant, imaginez que vous ayez une caractéristique de plus, par exemple une troisième caractéristique ici, eh bien, ça veut dire tout simplement que C va être un point dans un espace de plus grande dimension, et le vecteur n va tout simplement avoir plus de coordonnées, mais vous allez calculer les produits scalaires de la même façon, tout va être essentiellement la même chose. Alors maintenant, on va passer au réseau de neurones, et vous allez voir qu'en fait, les réseaux de neurones font exactement la même chose que ce que je viens de décrire. Ou plutôt, un neurone va faire la même chose. Alors, on va commencer par un challenge qui généralise ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait simplement à distinguer les 2 des 7. Maintenant, il va nous falloir distinguer 10 chiffres, autrement dit, je vais avoir 10 classes qui correspondent à des chiffres manuscrits qui vont de 0 à 9. Donc, pour faire ça, il va nous falloir plus d'informations. Autrement dit, il va falloir que j'utilise plus de caractéristiques et je vais appeler x1, x2 jusqu'à xn les différentes caractéristiques que je vais utiliser pour distinguer ces différentes classes.
Alors, quel est le lien avec les neurones? Un neurone biologique, vous en voyez un ici, c'est une cellule qui a des dendrites qui récupèrent de l'information qui ensuite va être transmise par l'axone vers éventuellement d'autres neurones. Un neurone biologique, ça peut se modéliser d'un point de vue mathématique comme étant une structure que vous voyez ici, où vous avez les différentes caractéristiques x1, x2, xn qui vont être multipliées par des constantes a1, a2, an, on appelle ça souvent les poids du neurone. Tout cela va être sommé et va être transmis à travers l'axone. Maintenant, ces valeurs de moyenne pondérée, ça peut être vu tout simplement comme un produit scalaire entre le vecteur n de coordonnées a1, a2, an et le vecteur OC de coordonnées x1, x2, xn. La valeur qui va être transmise par l'axone va être légèrement modifiée en rajoutant comme précédemment une constante b, qu'on appelle souvent un biais, et puisqu'on s'intéresse aux valeurs les plus grandes, la valeur va être nulle lorsque ce produit scalaire plus b est négatif et va rester égale au produit scalaire plus b lorsqu'elle est positive, donc on prend ce max. Donc si je résume, un neurone maintenant a un certain nombre de paramètres qui est dans cette liste, qui sont tous les poids A1, A2, AN des, en quelque sorte, dendrites ou des entrées du neurone, le biais B, et tout cela peut être résumé comme un vecteur N et B. Donc maintenant, on va utiliser ces neurones, mais sous forme de réseau, et je vais vous introduire ici le perceptron. Alors, un neurone, je vais le symboliser de la façon suivante. Voilà toutes les entrées que je représente par une flèche, et voilà les sorties et le paramètre du neurone. Ce que je vais vous décrire, c'est le perceptron qui a été introduit par Frank Rosenblatt en 1957. Frank Rosenblatt, c'était un ingénieur, chercheur au MIT et qui était particulièrement inspiré par ses relations avec la biologie. Et donc, la structure d'un réseau de neurones qui va utiliser ici un perceptron, ça va consister, comme d'habitude, à prendre les données, calculer les caractéristiques, mais ces caractéristiques maintenant vont être envoyées à chacun des neurones. On a un neurone pour chacune des classes qui va vous donner une forme de vraisemblance. Donc les paramètres des neurones, comme la dernière fois, vont être constitués par le vecteur nk et le biais bk qui dépend de la classe. On va calculer la valeur de la vraisemblance, autrement dit le produit scalaire avec OC plus le biais bk. Et la réponse va être à nouveau l'index de la classe tel que la vraisemblance VK ainsi calculée est la plus grande possible. Alors, l'enjeu maintenant, évidemment, c'est d'apprendre, c'est-à-dire comment calculer les meilleurs paramètres qui vont minimiser l'erreur. Et c'est là que Frank Rosenblatt a introduit un très joli algorithme qu'on appelle l'algorithme d'apprentissage du perceptron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des similarités avec l'apprentissage biologique, et notamment ce qu'on appelle la règle de Hebb. L'idée, c'est que pour apprendre, comme j'avais montré précédemment, on va petit à petit modifier les paramètres du réseau de façon à réduire l'erreur. Et la façon dont on va le faire, c'est qu'on va regarder chacune des caractéristiques correspondant à chacune des données d'entraînement. Si la réponse estimée que je montre ici est différente de la vraie réponse, autrement dit, il y a une erreur, alors à ce moment-là, on va regarder la réponse du neurone qui correspond à la mauvaise classe, et ce qu'on veut, c'est diminuer la vraisemblance, et donc on va soustraire au vecteur nk une quantité qui va être proportionnelle au vecteur OC, et on appelle ça une forme d'inhibition, tout comme pour le biais bk. Par contre, pour le neurone qui correspond à la bonne classe, ce qu'on veut, c'est augmenter la valeur de sa vraisemblance. Eh bien, je vous laisse vérifier mathématiquement qu'on l'augmente tout simplement en augmentant le vecteur nk par un vecteur qui est dans la direction de OC, plus epsilon OC, et de même, j'augmente ainsi le biais. Et ce qu'on peut montrer, c'est que s'il y a une solution où il y a zéro erreur, ça va converger vers cette solution. Sinon, cet algorithme va un peu boucler, mais malgré tout, il a des bonnes performances, sachant que c'est un algorithme qui est particulièrement simple. Alors, il y a un autre type d'algorithme qui est plus efficace, c'est tout simplement l'algorithme de descente de dérivée, qu'on appelle aussi ici descente de gradient, parce que je n'ai pas simplement
un seul paramètre à modifier, mais tous les paramètres de tous les neurones, et ça va au-delà du programme de mathématiques du lycée. Donc on a vu cet algorithme du perceptron, et dans cet algorithme, les caractéristiques, on les calcule nous-mêmes à partir d'une modélisation du problème. Quand le problème est vraiment très difficile, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir apprendre automatiquement les caractéristiques, et ça, on peut le faire avec ce qu'on appelle un réseau de neurones profond. Donc, le premier module ici, qui est le calcul de caractéristiques, lui-même, on va l'apprendre dans cette boucle qui consiste à minimiser l'erreur, tout comme on va apprendre l'estimation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est apprendre ces caractéristiques avec un réseau de neurones profond. Donc, tout comme dans le cas du perceptron, on a les données qui vont rentrer dans une première couche de neurones, et la sortie de cette première couche de neurones va correspondre aux différentes caractéristiques que je vais calculer. Mais ces caractéristiques, je vais petit à petit les modifier. Comment je vais les modifier? En introduisant une deuxième couche de neurones qui va me donner une nouvelle sortie qui va correspondre à une nouvelle caractéristique, et je vais faire ça un certain nombre de fois, et le nombre de fois où je fais ça, ça correspond à la profondeur du réseau de neurones, et typiquement, ça peut devenir plusieurs centaines de couches. À la fin, j'ai les caractéristiques finales, et comme précédemment, ces caractéristiques finales vont rentrer dans l'estimateur. La sortie de l'estimateur va correspondre à la vraisemblance de chacune des classes, qu'on va calculer comme pour le perceptron, et on va prendre l'estimation de la réponse comme étant la valeur, l'index de la valeur qui est la plus grande, autrement dit, la classe pour laquelle la vraisemblance est la plus grande. Comment on fait l'apprentissage? Eh bien, dans la première partie de mon réseau de neurones, j'ai plein de neurones. Chacun de ces neurones ont des paramètres. Tous ces paramètres, je vais les mettre ensemble. Je vais les mettre avec tous les paramètres dont j'ai besoin pour faire l'estimation. Et je vais avoir une très très grande liste, typiquement de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de paramètres à l'intérieur de cette liste T. Et ensuite, le principe, c'est le même. Je vais tout simplement modifier T de manière à minimiser l'erreur f de T. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones. Quand vous regardez la première sortie de la première couche du réseau de neurones, vous voyez des caractéristiques qui séparent très mal les différentes classes. Alors là, je les représente dans le cas où j'ai simplement deux caractéristiques, mais ce serait la même chose si j'en ai beaucoup plus. Au fur et à mesure qu'on pénètre dans les couches de plus en plus profondes du réseau de neurones, ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques petit à petit se séparent jusqu'à la dernière couche où on voit les caractéristiques qui sont totalement séparées. Alors ensuite, pour faire l'estimation, ça devient très simple. Il suffit de définir les vecteurs qui vont dans la direction de chacun des nuages de points, et puis de maximiser à nouveau la vraisemblance qui va consister à diviser le plan en faisant très peu d'erreurs. Cette évolution de la caractéristique, on peut voir ça comme un transport, et là, il y a beaucoup de mathématiques intéressantes pour comprendre la nature des transports qui sont implémentés à l'intérieur de ces réseaux de neurones. Donc l'apprentissage de ces paramètres, comment on va le faire? Eh bien, on va le faire avec une descente de dérivée, autrement dit une descente de gradient, et les softwares d'apprentissage des réseaux de neurones, systématiquement, font tout simplement des descentes de dérivée jusqu'à obtenir une erreur la plus petite possible. Maintenant, comme je l'ai mentionné, l'enjeu, ce n'est pas simplement d'apprendre, mais c'est d'avoir un apprentissage qui va généraliser. Autrement dit, un apprentissage qui va fonctionner avec des nouveaux exemples qu'on n'a jamais rencontrés. Ça dépend de la loi du grand nombre, et il faut que le nombre d'exemples soit grand devant le nombre de paramètres que l'on a utilisés. Or, ici, le nombre de paramètres, ça peut être des millions, des milliards, voire des trilliards, si vous pensez à des grands modèles de langage, comme ceux de Mistral, ChatGPT, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut énormément d'exemples pour pouvoir entraîner des très gros réseaux
de neurones, et c'est pour ça que ces modèles de langage, par exemple, utilisent typiquement quasiment toute l'information qui est sur Internet. Donc, comme ces réseaux de neurones sont énormes et incluent potentiellement plusieurs millions, voire milliards ou trilliards de paramètres, il va falloir énormément d'exemples, vu que le nombre d'exemples doit être beaucoup plus grand que le nombre de paramètres. Ensuite, on peut regarder la nature de la solution qu'ils calculent. Ce qu'on observe, c'est que ces réseaux de neurones sont capables d'obtenir des solutions qui sont quasiment optimales, dans des cas qui sont complexes, ce qui est d'autant plus surprenant. C'est quoi la réponse optimale? La réponse optimale, c'est la réponse ou l'estimation de la réponse qui va maximiser la probabilité que la réponse soit égale à la vraie réponse, étant donné toute l'information dans la donnée. Or, le type de caractéristiques qu'ils extraient deviennent suffisamment informatives pour quasiment capturer toute l'information qui est à l'intérieur de ces données. Alors là, il y a une sorte de mystère. Pourquoi? Parce que ces données incluent énormément de paramètres. Donc, être capable de calculer ces probabilités, ça veut dire faire face à une explosion combinatoire de toutes les possibilités, qu'on appelle aussi la malédiction de la grande dimension. Et quelque part, ces réseaux sont capables d'obtenir une réponse qui fait face ou qui contourne cette malédiction de la grande dimension. Pourquoi? La réponse, c'est que ces distributions de probabilités, elles sont très structurées et que ces réseaux de neurones semblent capables d'apprendre la structure de ces distributions de probabilités, bien que d'un point de vue mathématique, on ait beaucoup de difficultés à comprendre pour l'instant la nature de cette structure de ces distributions de probabilités. Alors, on va voir comment est-ce que tout ça s'applique aux grands modèles de langage que vous avez l'habitude d'utiliser pour la plupart d'entre vous. Un modèle de langage, c'est quoi? C'est un réseau de neurones qui va calculer itérativement la réponse à la question que vous avez posée en produisant des mots les uns après les autres. Donc, l'enjeu, c'est à partir de la question, qu'on appelle le prompt, et à partir des mots qui ont déjà été produits, il faut qu'il calcule le nouveau mot, qui est ici l'estimation de la réponse. Ce mot, il va le calculer à partir d'une caractéristique. Cette caractéristique, elle va vous donner de l'information sur le contexte, c'est-à-dire sur le passé, les mots précédents à celui que vous voulez trouver. Typiquement, comme on l'a vu, un réseau de neurones, qu'est-ce qu'il va calculer? Il va calculer la réponse qui va maximiser la probabilité pour que ce soit la bonne réponse étant donné le contexte. On va prendre un petit exemple tout simple ici. Imaginez que vous preniez un mot qui est le dernier mot d'une phrase que vous voyez ici. La souris est mangée par le. Plusieurs possibilités. Un chat. Vous pourrez regarder sur votre base de données d'entraînement. Ça va être la bonne réponse 9 fois sur 10. Un chien, dans 7% des cas. Corbeau, 1% des cas. Serpent, 0,8% des cas. Donc, autrement dit, la réponse que vous allez choisir, c'est chat. Le problème, c'est que ça ne va pas être toujours une bonne réponse. Imaginez que cette phrase, elle apparaisse dans un livre qui est l'histoire d'un boa. Dans ce cas-là, il y a toutes les chances pour que la réponse, ce soit plutôt un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez pris un contexte ici qui était trop court. Pour avoir la meilleure réponse possible, il faut prendre le contexte le plus large possible, autrement dit, approcher la solution idéale qui aurait consisté à utiliser toutes les données et éventuellement toute l'information du livre qu'on est en train de faire. La difficulté, c'est que toutes ces données, ça représente un contexte énorme et un réseau de neurones, aussi grand soit-il, n'est pas capable d'avoir un contexte infiniment grand. Comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'il y a eu des améliorations spectaculaires sur les réseaux de neurones en lien avec ces modèles de langage, avec un système d'attention qui va aller chercher un contexte comme ceci, avec ce qu'on appelle des transformers, qui va être le plus adapté dans le passé par rapport au contexte immédiat. Et donc vous voyez là qu'il y a énormément de techniques qui ont été développées et de plus en plus raffinées pour avoir les performances des réseaux de neurones qu'on obtient actuellement.
Alors maintenant, je voudrais revenir à l'enseignement des mathématiques en lien avec ces challenges d'intelligence artificielle pour le lycée. Ce que j'ai montré, et notamment toute la toute première partie, c'est que la résolution d'un challenge d'intelligence artificielle met en jeu énormément de mathématiques, et essentiellement toutes les mathématiques que l'on enseigne au lycée, que ce soit la géométrie, comme on l'a vu dans le découpage du plan, l'analyse pour minimiser ses fonctions, les dérivés, calculer le minimum, etc., l'algèbre, bien sûr, les statistiques à travers ces histogrammes et ces statistiques, puisqu'il s'agit d'apprentissage statistique, et les probabilités. Alors, l'idée centrale de ce projet Matadata, c'est que pour bien apprendre les mathématiques, que ce soit à très haut niveau pour des chercheurs ou pour des lycéens ou pour des enfants au primaire, c'est très important non seulement de motiver, mais de donner du sens aux mathématiques qu'on apprend. Et là, ce qu'on propose, c'est donner ce sens à travers ces challenges d'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on part du problème, on fait émerger les mathématiques et on commence à manipuler ces mathématiques en manipulant les solutions. Et puis, on revient sur la pratique des exercices pour avoir les techniques, pour pouvoir calculer, savoir faire des démonstrations, etc. Donc, quel type de challenge on propose? Évidemment, ce ne sont pas des challenges comme ceux d'un grand modèle de langage, mais on peut malgré tout résoudre des très beaux problèmes. Donc, j'ai commencé ici avec ce challenge qui consiste à classifier 10 chiffres à partir de petites images. Donc ici, les données numériques, eh bien, c'est tout simplement des images. Un autre exemple qu'on va proposer et qu'on propose, c'est de faire le diagnostic pour savoir si on doit faire une césarienne ou pas lorsque le fœtus semble être sous stress. Et on fait ça à partir de mesures d'un électrocardiogramme. Et ça, ce sont des vrais problèmes réels qui se rencontrent à l'hôpital. Ça peut être un problème où ce qu'on voudrait savoir, c'est si un texte a été écrit par Corneille ou Molière, parce que pendant longtemps, il y a eu des discussions parmi les experts pour savoir si certaines pièces de Molière avaient été écrites par Corneille. Et puis, on pourra voir des exemples où il s'agit, par exemple, de décoder les chants des ballets. Alors, d'une façon générale, ce que ce projet Matadata propose, c'est des séquences et des outils pédagogiques pour pouvoir véritablement faire cet enseignement en classe et pour enseigner les maths au programme. Et ça, c'est quelque chose qui est fait en co-développement avec des professeurs de l'éducation nationale, en particulier à l'Académie de Lille. Et on va proposer toute une série d'outils. D'abord, des diapositives avec les fiches d'introduction, qui vont essentiellement correspondre à une introduction au challenge d'intelligence artificielle et l'introduction des concepts de maths du programme, qui peuvent être de la géométrie, à nouveau des stats ou de l'analyse. Et puis ensuite, on passe par une phase de pratique numérique. Et là, c'est une véritable manipulation des outils mathématiques qu'on va faire par ordinateur. Et l'enjeu pour les élèves, eh bien, c'est tout simplement de résoudre le challenge en faisant le moins d'erreurs possible. Donc, il y a un côté ludique et en même temps, il développe une intuition sur les outils mathématiques. Et la troisième phase, eh bien, c'est une pratique des maths à travers des exercices qui vont être là sous forme de papier-crayon et des exercices qui viennent du challenge ou des exercices tout à fait classiques du programme. Et vous pouvez découvrir tout ça sur notre site Matadata ainsi que des vidéos qui vous permettront pour les professeurs de prendre en main ce contenu pédagogique. Voilà, je vous remercie beaucoup.